Je te propose de découvrir ici ce qu'on appelle le principe de relativité. Alors c'est un principe extrêmement important parce qu'il est tout à fait fondamental. Selon certains historiens des sciences, ce serait même le principe physique qui est à l'origine de toute la science moderne, c'est-à-dire l'importance de cette séquence. Donc voilà, ce principe physique si important, eh bien, il a été énoncé pour la première fois par Galilée, le fameux savant italien dont tu as certainement déjà entendu parler. Galilée a donc vécu au tournant des 16e et 17e siècles, ici, comme tu peux le voir. Et comme la plupart des savants à l'époque, bien Galilée avait une multitude de centres d'intérêt. Et parmi ces centres d'intérêt, on trouve l'étude du lien entre la notion de force et le mouvement. On sait bien que le mouvement, le mouvement que je fais avec mon bras ici, il est dû forcément aux forces que j'exerce avec mes muscles. C'est donc un lien assez évident, mais malgré tout, il a été très très difficile de comprendre convenablement le lien entre force et mouvement. Et donc ce que je vais faire ici, c'est tout simplement retracer, je dirais, le cheminement intellectuel qui a mené Galilée au principe de relativité sur base donc de l'étude du lien entre force et mouvement. Et donc pour retracer ce cheminement intellectuel, je vais ici commencer par nous placer dans le contexte de l'époque. On est au tournant du XVIe et XVIIe siècle. À cette époque-là, il n'était pas évident d'appréhender la notion de force et de mouvement. Il faut penser qu'à cette époque-là, les machines n'existaient pas et la notion de force était vécue essentiellement au travers de la notion de force musculaire, comme je te l'ai montré il y a quelques secondes. Et donc pour ça, je représente ici une scène qui aurait donc pu être vécue à l'époque, où on voit deux bûcherons en train de scier un arbre et donc ils mettent en mouvement une scie ici dans le but de couper cet arbre en deux. Alors bien sûr, ils exercent des forces pour obtenir un mouvement. Donc le lien entre force et mouvement est assez évident, de même qu'ici, pour bouger ici ce morceau de tronc d'arbre ici, ils vont devoir bien sûr exercer des forces pour le déplacer. Il y a donc bien de manière évidente un lien entre force et mouvement. Et donc c'est ça que je vais prendre ici comme point de départ pour cette séquence. Je vais représenter ce tronc d'arbre que je te propose de bouger. Donc voilà, je vais encore simplifier les schémas ici, donc je vais proposer des animations ici qui seront très très simples, de manière à être bien claires, et je vais supprimer les lignes ici qu'il y a dans ce tronc d'arbre, de manière à pouvoir mettre mes annotations sans avoir de problème. Alors voilà, je vais profiter de ce schéma ultra simple ici pour déjà préciser ce que j'entends par mouvement. Ce que j'entends par mouvement, c'est un changement de position au cours du temps. Si on change de position au cours du temps, ça veut dire qu'on a, à un moment donné, mis l'objet en vitesse. L'objet avait une certaine vitesse pour son mouvement. Et donc ceci, ça symbolisera le mouvement. Dès qu'il y a une vitesse, ça veut dire qu'il y a mouvement. La petite flèche ici indique la vitesse. Si la flèche est grande, la vitesse est grande. Si elle est petite, elle est petite. Et le petit v, là, forcément, te rappellera qu'il s'agit bien de la vitesse. Elle sera toujours représentée en bleu pour que les choses soient claires. Donc voilà, pour mettre ce gros tronc d'arbre ici en mouvement, il faut forcément exercer des forces. Donc voilà, je mets ici un petit bonhomme qui va pousser ce tronc d'arbre et qui va donc le mettre en mouvement. Donc voilà, il le pousse et le mouvement bien sûr apparaît et bien sûr plus fort on va pousser, plus le déplacement sera rapide, comme on le voit avec le bonhomme un peu plus costaud ici qui vient de passer. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette scène ? On vient de voir que l'application d'une force importante conduit à une vitesse plus grande que l'application d'une force de faible intensité. Et ça, ça représente un petit peu l'image qu'on avait du lien entre force et mouvement à l'époque de Galilée. Je vais symboliser ça avec cette relation mathématique-ci qui dit que la vitesse est proportionnelle à la force. C'est une manière de traduire plus ou moins la pensée de l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, bien sûr. Ce que je t'explique ici est fortement simplifié. Mais voilà, ceci symbolise bien ce qu'on pensait. Si je mets une relation de proportionnalité, ceci est bien le signe de proportionnalité. C'est tout simplement pour dire qu'il faut avoir une force pour avoir un mouvement, pour acquérir de la vitesse.
pour donner de la vitesse à un objet, eh bien, il fallait lui appliquer une force. C'est comme ça qu'on concevait les choses à cette époque. Et donc cette relation de proportionnalité tombe bien parce que quand la force est nulle, si c'est proportionnel, forcément la vitesse est nulle aussi. Il n'était pas question d'avoir un déplacement sans l'action donc d'une force. C'est comme ça qu'on concevait les choses, un petit peu à l'image donc de ce qu'on pourrait expérimenter nous-mêmes. Si on bouge un objet à la surface de la Terre, clairement, on doit exercer des forces. Voilà, alors ça on peut l'expérimenter autrement. Cette petite loi-ci, on peut l'expérimenter rien que par son propre déplacement. Avec son propre corps, si on veut déplacer son propre corps, on marche, et en marchant, on exerce des forces avec ses jambes, et ce sont ces forces, bien sûr, qui nous font avancer. Alors au début, quand on marche, on exerce des forces importantes, on est encore tout frais, on va donc à une certaine vitesse, mais on se fatigue bien vite, les forces diminuent, la vitesse diminue, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement. Après plusieurs dizaines de kilomètres, on n'a plus grand-chose comme force à exercer, et notre vitesse se réduit quasiment à zéro. Donc voilà, cette image-là du lien entre mouvement et force était finalement conforme à l'expérience de tous les jours, on pourrait le dire. Alors, on pourrait malgré tout se poser une question, même à l'époque on pouvait se poser la question de savoir ce qu'il advient quand on se déplace dans un véhicule. Alors je représente pour ça ici un véhicule de l'époque. Les véhicules, en gros c'était des charrettes, tirées par des animaux bien souvent. Voilà un cheval qui tire une charrette avec des passagers. Alors ces passagers, quand le chariot avance ici, ils avancent aussi forcément, et ils n'exercent aucune force. Donc déjà là, on pourrait éventuellement remettre cette loi en question. On se déplace en l'absence de force, puisqu'on se repose dans le chariot. Mais là, la vision qu'on avait des choses à l'époque, c'était pas ça, c'était que cette loi-ci était bien appliquée également aux passagers. On voyait les choses de la manière suivante. Donc le cheval, lui, effectue une force grâce à ses muscles, et donc il tire ici par l'intermédiaire de son harnais, il va tirer le chariot se met donc en route, et l'idée qu'on avait, c'était que quand le chariot se met en route, il vient tout simplement ici exercer une force sur les passagers, et donc les passagers se déplacent en fonction donc de cette loi. Ils se déplacent parce que il y a une force qui s'exerce sur eux tout au long du trajet. Et voilà, c'était la manière de voir les choses. Et il était très difficile de mettre cette loi en défaut, de l'expérimenter. C'était difficile, pourquoi ? Parce que les véhicules à l'époque, ils étaient loin d'être parfaits. Les routes étaient loin d'être parfaites, et donc ici on n'avait quasiment pas de suspension, il y avait beaucoup de cailloux, et donc il y a beaucoup de chaos ici, qui fait que finalement il est très difficile de vérifier cette loi. On a toujours l'impression qu'il y a des forces qui nous poussent effectivement. Voilà. Donc ceci était bien conforme, de nouveau, à l'expérience de tous les jours. On était confortable avec cette idée. Et cette idée, d'ailleurs, date de très longtemps. Elle a été formulée, en fait, clairement, pour la première fois, par Aristote, qu'il avait certainement déjà emprunté à d'autres. Aristote, qui était donc un des disciples de Platon, on les voit ici ensemble. Et donc, cette idée de force nécessaire au mouvement, voilà, on le voit, elle date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, voilà, cette idée a vécu jusqu'à l'époque de Galilée. Alors, voilà, on va voir donc qu'en réalité, cette idée n'est pas juste. Ce modèle du lien entre force et vitesse n'est pas bon, tout simplement. Alors, on va déjà voir que de simples expériences permettent de voir qu'effectivement, ce modèle n'est pas valable. Pour ça, on va proposer une expérience toute simple ici qui va être de jeter un caillou. Le bonhomme ici va jeter le caillou, et voilà, hop, tu vois que j'arrête le temps ici, au moment où le caillou va quitter la main du lanceur. Tant que le caillou est en contact avec la main, pas de souci, on a cette loi-ci, on a une force et on a donc une vitesse, on est bien content, tout se passe bien. D'accord ? Plus on pousse fort, plus la vitesse est grande. Tout ça, de nouveau, c'est conforme à l'expérience. Mais les choses se compliquent bien sûr au moment où le caillou va quitter la main. Quand il quitte la main, ce qui va se produire maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue, forcément. Et puis il s'arrête forcément en faisant quelques rebonds. Et donc là, on est un petit peu mal à l'aise parce que voilà, je vais remettre ici la trajectoire du caillou. Voilà, il a fait quelques rebonds, mais quelques fractions de secondes auparavant, il était là, dans l'air, en train d'avancer. Il avait une vitesse sans plus de force. Il a quitté la main du lanceur, il n'y a plus de force appliquée,
Et malgré ça, il a continué à se déplacer. Donc je ne parle pas de la force de pesanteur ici, bien sûr, qui a amené le caillou vers le bas. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mouvement horizontal, bien sûr, du caillou. Et donc on voit qu'il y a une vitesse horizontale ici, en l'absence de force, en tout cas de force horizontale également. Et donc, on pouvait forcément remettre cette loi en question. Qu'est-ce qui se passe? On pense qu'il faut toujours une force pour obtenir un mouvement, mais là on voit que quand la force a disparu, eh bien le mouvement est toujours là. Bon, alors évidemment, on voyait que quelques secondes après, ou même une fraction de seconde après, le mouvement s'arrête malgré tout. Et donc on ne se posait pas plus de questions, on ne comprenait pas bien. On ne comprenait pas bien cette loi, tout ce qu'on savait que ce n'était pas rigoureusement la proportionnalité ici, mais on n'arrivait pas à formuler les choses convenablement à l'époque. Et donc voilà, ce qui était important de voir ici, c'est que le caillou finit toujours par s'arrêter, et donc voilà, il va définir ce qu'on appelle l'état de repos. On dit qu'il est arrêté, il est fixe par rapport à la Terre, ça c'est ce qu'on appelait donc l'état de repos. Il ne subit plus aucune force, la force de pesanteur est compensée par ce que lui donne le sol ici, il ne subit plus de force et donc il n'avance plus. C'était l'idée qu'on avait ici, il n'y a plus de force, il n'y a pas de vitesse, et donc on se disait, oui, ce modèle-là, finalement, il n'est pas si mal. Voilà, mais tu vois que les choses sont malgré tout très très floues. Et pour élucider ce problème, Galilée a décidé de recourir à l'expérience. Il faut savoir que Galilée, en plus d'être un savant tout à fait exceptionnel sur les plans théoriques et conceptuels, était aussi un expérimentateur de génie. Il avait une très très grande habileté de ses mains, il était capable de construire des dispositifs, en particulier pour faire les mesures de grandeur physique très très diverses. Alors ici, le dispositif qu'il a fabriqué, il est très simple, c'est juste un plan incliné sur lequel il déposait des billes. Alors si on dépose une bille, ça sera un plan incliné. Si on joue un petit peu avec, on voit qu'elle revient ici. On voit bien sûr qu'elle subit une force qu'il est tout à fait facile de contrôler. Avec l'inclinaison du plan ici, plus le plan est incliné, plus la force est importante, plus le plan se rapproche de l'horizontale, plus cette force diminue. On peut la diminuer donc jusqu'à 0. Quand on est à l'horizontale ici, la force n'existe plus. On vient déposer la bille et elle ne bouge pas bien sûr puisqu'elle ne subit aucune force. Tu vois donc que ce dispositif tout simple a permis à Galilée d'étudier le lien qu'il y a entre force et mouvement et il a pu le faire donc de manière tout à fait reproductible puisque la force qui est ici est tout à fait contrôlable. Et donc voilà, l'expérience est très simple. Il déposait la bille sur ce plan incliné et il observait ce qui se passait une fois le plan incliné passé. Alors, voilà, ce qu'il observait, c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu avec le lanceur de cailloux. On voit tout simplement que la balle continue ici sur une certaine distance, que j'appelle grand L ici. La balle continue en l'absence de force. Tout simplement. On voit que la bille a continué à rouler ici à l'horizontale. À l'horizontale, on n'a pas de force, bien sûr, et malgré ça, on s'est déplacé sur une certaine distance. Et donc on voit que cette loi ici de proportionnalité entre force et vitesse, elle peut forcément être remise en question. On voit qu'on avait une certaine vitesse ici pendant un certain temps, sur une certaine distance, en l'absence de force. Cette loi-ci ne peut donc pas être valable en principe. Et Galilée s'est rendu compte, en améliorant ses expériences ici, que la distance sur laquelle la bille ici se propage, se déplace, est tout simplement dépend fortement de l'état de surface de cette bille. Donc voilà, il a amélioré son expérience tout simplement en prenant des billes plus sphériques, ce qui n'était pas facile à obtenir à l'époque, mais voilà, en prenant une bille avec un meilleur état de surface, voilà ce qu'il observait. La distance sur laquelle la bille se déplace est tout simplement beaucoup plus grande. Elle est tellement grande maintenant qu'il n'est quasiment plus question de questionner la validité de cette loi. On se doute bien qu'elle n'est pas correcte. La distance sur laquelle on avait une vitesse en l'absence de force nous oblige à abandonner cette loi. Alors comme Galilée a vu que la distance sur laquelle la bille roule sans force dépend de l'état de surface, il s'est dit, si j'améliore encore l'état de surface de la bille et du plan, elle se déplacera encore plus loin, la bille. Et donc il a vu que finalement la longueur sur laquelle la bille peut rouler, finalement est arbitrairement grande. Et en raisonnant de cette manière, Galilée a tout simplement découvert la notion de force de frottement. Il a tout simplement constaté
que si la bille s'arrête après une certaine longueur, ce n'est pas du tout en raison de l'absence de force, au contraire, c'est en raison de la présence des forces. C'est les forces de frottement qui finissent par arrêter la balle. Parce que si on arrive à améliorer l'état de surface, ben on voit que la distance de propagation devient de plus en plus grande. Et donc, suite à ce constat, Galilée a continué ses expériences sous forme d'expérience de la pensée. Et il s'est dit que s'il arrivait à améliorer parfaitement ici l'état de surface de sa bille, de même que l'état de surface de son plan, eh bien, il pourrait répéter l'expérience, mais il lui faudrait une piste tellement longue qu'elle sortirait de son atelier. La bille continuerait à rouler sur des distances tellement grandes qu'elle arriverait ici en pleine campagne. Et donc voilà, on arrive à des distances qui sont arbitrairement grandes et je te propose maintenant de continuer ces expériences de la pensée de Galilée, mais de manière un peu plus moderne, en proposant d'éliminer, ou en tout cas de limiter les frottements grâce à une suspension ici magnétique. On sait bien qu'on peut faire ça, il y a des trains qui fonctionnent avec ça. Donc voilà, ici j'ai une bille en suspension magnétique, il n'y a plus de contact matériel ici et donc j'ai limité les frottements, j'ai éliminé les frottements par roulement. Alors on pourrait encore faire mieux, on pourrait se dire qu'il y a encore l'air qui va résister ici au mouvement de la bille. Et donc je vais supprimer l'air, on peut se le permettre grâce à la démarche d'expérience de la pensée dont Galilée était très friand. Donc voilà, on a supprimé l'air, on est à la surface de la Lune, et donc la bille va continuer ici à rouler sans frottement. Et donc là, tu peux bien t'imaginer qu'il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Je vais fournir ici une certaine force à la bille qui est en train de flotter ici. Cette force, voilà, je vais l'exercer ici pendant un petit mètre comme ça, de manière à remplacer le plan incliné de tout à l'heure. Je vais donc donner à la bille une certaine vitesse. Voilà, je vais suivre la bille pendant un petit temps. Voilà, la force a disparu et la bille continue. Et cette fois-ci, il n'y a plus de frottement, il n'y a plus rien qui va arrêter cette bille. La bille avance en mouvement rectiligne et uniforme, c'est-à-dire en ligne droite et à vitesse constante. Et ce mouvement se fait absolument sans force. Je n'ai plus besoin de force pour avoir un mouvement à vitesse constante, pour autant que ce mouvement soit rectiligne, bien sûr. Donc on dit que le mouvement est rectiligne et uniforme. Et donc voilà, Galilée a donc montré que cette loi-ci était tout simplement invalidée. Elle n'est tout simplement plus valable. On peut oublier cette idée qu'on a besoin d'une force pour avoir un mouvement. Ce n'est pas vrai. Le mouvement existe en l'absence de force. Voilà. Et maintenant, je vais te proposer de prolonger encore l'expérience, la démarche d'expérience de la pensée de Galilée, en imaginant que le vaisseau, que la boule ici, est un vaisseau qui transporte un astronaute qui manipule des objets à l'intérieur de cette boule. Donc c'est comme une expérience de la pensée de Galilée. On imagine que la boule se transforme en vaisseau, voilà, ça va être fait, voilà la force de l'imagination, c'est super. Et l'astronaute ici joue avec une bille. Alors j'ai arrêté le temps ici à un moment donné, un petit instant, pardon, pour t'expliquer ce qui se passe. Le vaisseau avance exactement comme la bille auparavant. Il a donc une certaine vitesse, mais en l'absence de toute force. Ces réacteurs sont bien éteints ici, le vaisseau est complètement inerte. Et il en est de même forcément de l'astronaute ici. L'astronaute, il se balade à la même vitesse que le vaisseau, il n'y a aucune raison qu'il ait besoin de force pour ça. Il avance ici comme le vaisseau, en l'absence totale de force, de même que la balle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il peut tenir la balle sur le bout de son doigt. À part la pesanteur, cette balle ne subit aucune force, exactement comme le vaisseau, exactement comme l'astronaute lui-même. Et donc voilà, il peut faire des expériences avec sa balle, par exemple la laisser tomber, et il va voir que la balle tombe tout simplement à ses pieds, puisqu'il n'y a pas de force dans aucun sens, il n'y a que la force de pesanteur, elle tombe donc à ses pieds. Voilà. Et donc ceci montre tout simplement que, que ce qu'on avait comme idée du mouvement dans un véhicule, du déplacement dans un véhicule, on a vu tout à l'heure que quand on se déplace dans un véhicule, on pouvait l'expliquer avec la loi ici d'Aristote qui dit qu'il faut une force pour avoir un mouvement. Eh bien non. On peut très bien se déplacer à vitesse constante, on vient de le voir avec le vaisseau, sans avoir besoin de force. Tout simplement, c'est le cas de l'astronaute ici. Il est dans son fauteuil, exactement comme s'il était dans son fauteuil, comme toi maintenant, devant ton écran. Et donc voilà, cette loi-ci est clairement à éliminer. Elle n'est tout simplement pas valable. Donc voilà, je vais bien maintenant insister, je vais te montrer ici une animation qui va bien te montrer que l'expérience que peut vivre ici l'astronaute
en laissant tomber la balle, on peut considérer ça comme une petite expérience de physique, cette expérience est tout à fait identique à ce qu'on observerait à la surface de la Terre. Donc je reviens sur la Terre ici, à un moment donné, on est à vitesse constante, on laisse tomber la balle, et ici, on a un expérimentateur à la surface de la Terre qui fait exactement la même expérience, la balle tombe à ses pieds, l'expérience est tout à fait la même. Il n'y a pas moyen de faire la différence entre ces deux expériences. Et ceci montre tout simplement que le mouvement et le repos sont relatifs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison de considérer plus la situation ici comme étant la situation en mouvement que celle-ci. On a une certaine vitesse, c'est vrai, mais on peut très bien dire que ce n'est pas vrai, que c'est le vaisseau qui est à l'arrêt. Il n'y a pas de raison de dire que ce n'est pas le vaisseau qui est à l'arrêt, tout simplement, puisque voilà, ce qu'on observe ici est exactement la même chose que ce qu'il y a à la surface de la Terre. Donc pourquoi dire que c'est la Terre qui est à l'arrêt et pas le vaisseau? Il n'y a plus aucune raison. Et donc je peux dire que le vaisseau n'est pas en vitesse. Et qu'au contraire, c'est la Terre ici qui bouge à cette vitesse opposée, bien sûr. Donc voilà, ceci te montre la relativité, effectivement, du repos et du mouvement. C'est le principe de relativité qu'on voit apparaître ici. Donc voilà, c'est comme ça d'ailleurs que je te l'ai montré, c'est avec le fauteuil ici qui est apparu ici depuis la droite et qui reculait ici vers la gauche. C'est comme ça que je t'avais montré cette scène. Si on estime que cette scène est filmée, la caméra suivait le vaisseau qui se déplaçait par rapport à la Terre, et donc on voyait la Terre défiler comme ça. Alors puisqu'on parle de relativité, je vais te montrer maintenant cette scène avec la caméra fixée sur le fauteuil au départ. Ok, donc voilà, c'est la même scène qui se produit, mais d'un point de vue maintenant relativiste, on peut dire, je regarde le vaisseau qui bouge et la Terre qui est fixe. Il lâche la balle, un petit temps après. C'est exactement la même scène que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais cette fois-ci vue de la Terre. Okay. Les deux scènes sont tout à fait identiques. Il y a clairement relativité. Je peux estimer que c'est le vaisseau qui est en mouvement, tout comme je peux estimer qu'il est au repos et que c'est la Terre qui est en mouvement dans l'autre sens. C'est donc le principe de relativité de Galilée. Alors c'est un principe relativement évident, mais qui malgré tout continue à être difficile à accepter. Pour ça, je te propose de faire une petite observation. Tu es là en train de me regarder, tu es sans doute installé sur une chaise ou dans un fauteuil, et je te propose donc une petite expérience de la pensée. Admettons que tu puisses regarder par la fenêtre, et qu'au travers de la fenêtre, tu vois un avion de ligne qui passe, un avion de ligne donc qui vole à une vitesse proche de 1000 km/h. C'est clair que quand on le voit passer comme ça, on a tendance à se dire que c'est nous qui sommes au repos, et que c'est l'avion et ses passagers qui se déplacent à une vitesse proche de 1000 km/h, c'est quand même beaucoup. Et donc voilà, on a un petit peu de mal à relativiser les choses, on a du mal à voir l'avion comme étant lui au repos et nous en mouvement à 1000 km/h, il faut reconnaître. Et pourtant, détrompe-toi, c'est bien ça qui pourrait se passer, effectivement. Ce que tu fais là, tu es au repos sur ta chaise, mais tu es à la surface de la Terre tourne sur elle-même. À nos latitudes, ici, à peu près 50 degrés nord, la vitesse de défilement de la surface de la Terre, ici, c'est à peu près précisément 1000 km/h, la vitesse d'un avion en réaction. Et donc voilà, tu as l'impression d'être au repos, mais en fait tu fais 1000 km/h rien que par le fait que la Terre tourne sur elle-même. Alors la vitesse de rotation elle est lente bien sûr, c'est un tour en 24 heures, ceci est fortement accéléré. Donc cette rotation, on ne la sent pas, c'est comme si on avançait à vitesse constante. Et donc voilà, on peut estimer qu'on est presque dans un mouvement rectiligne uniforme, et ça nous donne l'impression d'être au repos. Mais ce n'est qu'une impression bien sûr, parce que l'avion de ligne qui pour nous avance à 1000 km/h, s'il avance vers l'ouest, s'il veut aller de l'Europe aux États-Unis par exemple, il avance par là, voilà, il est tout à fait possible pour lui, en poussant un petit peu ses moteurs, de voler à une vitesse comparable à la vitesse de rotation de la Terre et à rester fixe par rapport au Soleil. Et donc c'est lui qui est fixe et pas du tout nous. Nous, on se balade là, à 1000 km/h à la surface de la Terre. Donc tu vois que les choses sont relatives. Elles sont tellement relatives que dire que l'avion est fixe est ridicule, en fait, parce que la Terre tourne sur elle-même, mais en fait elle tourne autour du Soleil, et donc la Terre avance comme un bolide ici, à une vitesse vertigineuse autour du Soleil. Elle avance à 30 km à la seconde, le temps de dire crocodile, dit un peu crocodile,
crocodile, voilà, on a fait 30 km sur la durée de ce petit mot. Hein, c'est quand même impressionnant. Voilà, tout ça pour dire que le repos, il est tout à fait relatif. Hein, tu es en train de me regarder et tu fais 30 km à la seconde dans ton fauteuil. Voilà, hein, donc j'espère que tu es convaincu de la relativité de Galilée. Quand on vole en avion, eh bien, on peut être tranquille dans son fauteuil comme à la maison. On est ici, exactement comme à la maison. On appréhende le monde, on expérimente le monde, on vit le monde qui nous entoure exactement comme si on était à la surface de la Terre. Pour autant, bien sûr, qu'il n'y ait pas de turbulence et qu'on avance bien en ligne droite à vitesse constante. Et ce sera la même chose, bien sûr, dans d'autres moyens de transport. Hein. Si on prend un bateau par mer calme, sans turbulence, comme pour l'avion, eh bien, le bateau va avancer en mouvement rectiligne uniforme et on va vivre sur ce bateau exactement comme si on était à la surface de la Terre. Un mouvement rectiligne uniforme et repos sont tout à fait équivalents. C'est le principe de relativité. C'est d'ailleurs sur un bateau que Galilée a expérimenté ça. Il a pris un bateau, ou il prenait souvent un bateau, je ne sais pas, par mer calme. Et quand il était dans ce bateau, par mer calme, eh bien, il voyait bien que ce qu'il vivait à l'intérieur de ce bateau était tout à fait comparable à ce qu'il pouvait expérimenter à la surface de la Terre. Ça le confortait vraiment dans cette idée de principe de relativité. Actuellement, peut-être que la meilleure manière d'appréhender ce principe de relativité, c'est de considérer ce qui se passe dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. En orbite autour de la Terre, l'effet de la pesanteur ne se sent plus. Et donc on flotte dans l'air, comme ces deux astronautes ici, et les fruits avec lesquels ils sont en train de jouer là. Ce vaisseau spatial est en train de se déplacer à des dizaines de milliers de kilomètres heure peut-être autour de la Terre, et les fruits, eux aussi, ils se déplacent à des dizaines de milliers de kilomètres heure, et voilà, ils sont là, en train de flotter, en l'absence de toute force. On a clairement ici l'illustration remarquable du principe de relativité. Tant que la vitesse est donnée, il n'y a pas de force exercée sur ces fruits, ils vont rester là, à se déplacer à des vitesses qui peuvent être extrêmement grandes, en ayant l'impression que tout est parfaitement au repos. Il y a relativité entre mouvement rectiligne uniforme et le repos, l'arrêt, qui n'a d'ailleurs plus de sens finalement. Donc voilà, on voit ici l'astronaute qui pousse sur un fruit. Ça me permet d'introduire la séquence qui va venir, qui est le principe d'inertie. Quand on exerce une force sur un objet, sa vitesse va être modifiée. C'est ce qu'on va appeler le principe d'inertie. Voilà, il est illustré là. C'est le sujet de la prochaine séquence à laquelle je t'invite donc, voilà, quand tu veux bien sûr, pour le moment. Donc je te remercie pour ton attention et te dis à bientôt. Merci.